Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles. Fin septembre, la mission Osiris-Rex est passée à proximité de la Terre après de nombreuses années dans l'espace. Elle a largué dans l'atmosphère de notre planète une petite capsule contenant des échantillons prélevés sur l'astéroïde Bennu. La NASA les a récupérés pour les envoyer vers un laboratoire spécial construit pour l'occasion. Quelques semaines plus tard, voilà qu'on a enfin un premier résultat d'analyse à se mettre sous la dent. La semaine dernière, au cours d'une émission dédiée, Bill Nelson, l'administrateur général de la NASA, a révélé une première image de la capsule d'échantillons ouverte, accompagnée des premiers éléments sur la composition chimique des matériaux rapportés. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'échantillons qu'attendu. La NASA en espérait 60 grammes, elle a finalement 250 grammes de matière à étudier. Les clichés du dispositif de retour montrent de la poussière et des gravats partout, même en dehors du mécanisme de collecte. C'est autant d'équipes supplémentaires qui pourront être servies, multipliant ainsi les possibilités de retour scientifique. Pour le moment, on peut déjà se reposer sur un premier résultat. De l'eau et du carbone ont été identifiés dans la matière de Bennu. Si vous avez vu notre dossier de l'espace de la semaine dernière, vous savez qu'on a là deux éléments considérés comme fondamentaux pour la vie telle qu'on la connaît. L'eau, quand elle est liquide, agit comme solvant universel, et le carbone permet de former de longues chaînes complexes de molécules. L'eau a ici été découverte liée à des minéraux argileux, ce qui vient apporter un nouveau mécanisme possible pour expliquer comment l'eau est apparue sur Terre. L'analyse a enfin permis de découvrir du soufre, un autre élément fondamental pour la vie, qu'on retrouve concentré dans les acides aminés. Bennu peut être considéré comme un vestige des briques fondamentales qui ont permis de façonner les planètes de notre système. Des astéroïdes similaires ont pu apporter une partie de l'eau, du carbone et du soufre de la Terre avec eux. C'est ainsi qu'une chimie favorable à la vie a dû être réunie extrêmement tôt dans l'histoire de notre planète. Les échantillons d'Osiris-Rex vont continuer à être analysés pendant de longues années, ce qui permettra de se faire une idée encore plus précise des conditions qui régnaient dans les tout premiers âges du système solaire. Mais voilà qu'il est déjà temps de se tourner vers un autre astéroïde, et pas des moindres. Vendredi dernier, la NASA et SpaceX ont réalisé le lancement de la sonde Psyche qui va prendre la route de l'astéroïde qui porte le même nom. Une Falcon Heavy a été sollicitée pour l'occasion. C'était le 4e lancement du lanceur lourd de SpaceX depuis le début de l'année, ce qui signifie une belle accélération de sa cadence de décollage. Comme d'habitude, l'opération a été impressionnante. Les deux boosters latéraux sont revenus se poser sur Terre, tandis que le booster central a été utilisé jusqu'à sa dernière goutte d'ergol, sans possibilité de retour. C'est ce qui va permettre à Psyche de disposer de l'impulsion initiale pour son long voyage qui ne l'amènera autour de Psyche qu'à partir de 2029. Psyche, l'astéroïde donc, constitue une cible singulière. Situé dans la ceinture principale, il semble être presque entièrement métallique, ce qui en fait un objet très différent du Bennu d'Osiris-Rex. Avec ses 220 km de diamètre, il est aussi beaucoup plus gros. Il s'agit peut-être du cœur métallique exposé d'une protoplanète, dont les couches rocheuses auraient été pulvérisées par des impacts. Il pourrait également s'agir d'un astre qui se serait reconstitué suite à une désintégration. Psyche, la sonde, devrait aider à répondre à ces questions. Elle permettra aussi d'aider à évaluer les ressources que l'astéroïde représente. Vous avez forcément vu passer dans les médias des chiffres délirants qui lui sont associés. Il pourrait en effet contenir de grandes quantités de métaux précieux. C'est une information avec laquelle on ne peut pour le moment pas faire grand-chose, mais cela a au moins le mérite de stimuler l'imagination. Il va de toute manière falloir faire preuve de patience en attendant que la sonde de la NASA puisse commencer ses investigations. Aux côtés de la famille Falcon, le paysage des lanceurs réutilisables se développe rapidement aux États-Unis, et ces derniers jours, c'est Stockspace qui a pu en profiter. L'entreprise américaine vient de lever 100 millions de dollars, une belle somme qui a été accompagnée d'annonces extrêmement ambitieuses. On a ainsi découvert le nom de leur fusée, Nova.
Cette dernière a la particularité d'exploiter un second étage très original qu'on vous a présenté dans un dossier de l'espace. On sait dorénavant que ce dernier pourrait être ravitaillable en orbite, comme le Starship donc, ce qui lui donnera une belle allonge. Il pourra livrer des satellites jusqu'à l'orbite géostationnaire sur ses réserves propres. Via ravitaillement, la Lune sera également à portée. Stuckspace a aussi montré des usages de récupération de satellites, qui pourraient déboucher sur du service en orbite ou de la lutte contre les débris orbitaux. Avec cette vision, Stuckspace se cherche peut-être une place dans le programme Artemis, notamment du côté de CLPS. Le vaisseau ne semble pas pensé pour être habité, mais qui sait, rien n'interdit en principe une évolution si l'intérêt se fait sentir. Il reste que même avec 100 millions de dollars en plus, la tâche à accomplir est énorme. Il faut continuer à faire évoluer le second étage et son bouclier thermique / rampe aérospike, et en parallèle développer un premier étage réutilisable façon Falcon 9. Il faudra donc probablement lever encore plus de fonds pour arriver au bout de ses ambitions. L'entreprise avance tout de même remarquablement vite et pourrait donc nous surprendre, c'est en tout cas ce qu'on leur souhaite. Dans le spatial, il faut cependant souvent s'attendre à des retards. Un des abonnés au calendrier glissant est le vaisseau Starliner de Boeing. Développé en parallèle de la Crew Dragon, il devait entrer en service en 2020. 3 ans plus tard, on vient d'apprendre qu'il faut encore attendre. Son premier vol de test habité vient d'être repoussé à avril de l'année prochaine. Il était jusque-là pressenti pour le mois précédent. Son premier vol opérationnel est pour sa part repoussé à 2025. Le Starliner a connu des essais compliqués qui ont forcé la NASA à serrer la vis avec Boeing. La sécurité des astronautes étant en jeu, l'échec n'est pas permis et l'administration spatiale américaine n'hésitera pas à repousser au moindre doute. On espère tout de même que cette naissance difficile sera suivie d'une carrière longue et bien fournie. Avec la fin de l'ISS, on va peut-être voir émerger plusieurs stations privées. Elles auront besoin de véhicules semblables au Starliner pour leur desserte. Ce pourrait être l'occasion pour Boeing de se trouver un marché sur le long terme. En attendant, il faut espérer que les quelques essais restants se passeront bien et que le vol d'essai habité sera une réussite complète. Cela permettra de desserrer un petit peu l'hyperdépendance de l'Occident à SpaceX. Toujours sur le sujet du vol habité, on attend samedi prochain un essai du premier vaisseau habité de l'Inde, Gaganyaan. Quelques semaines seulement après avoir réussi son premier alunissage et avoir envoyé son premier observatoire solaire, l'agence spatiale indienne, l'ISRO, continue à dérouler un programme spatial très chargé. L'essai de samedi testera le système d'évasion d'urgence qui permet d'arracher la capsule à la fusée en cas de problème. Une fusée modifiée à un seul étage sera utilisée. Elle décollera et grimpera à Mach 1,2 avant qu'une procédure d'urgence ne soit simulée. La capsule sera alors arrachée de son lanceur par des moteurs fusées. S'ensuivra le déploiement de parachutes et un amérissage. Des équipes de la marine indienne seront alors chargées de récupérer la capsule aussi rapidement que possible pour simuler une situation d'urgence. Si tout se passe bien, d'autres tests puis un vol habité pourront avoir lieu dès l'année prochaine. L'Inde rentrera alors dans un club très fermé des nations capables d'envoyer indépendamment des astronautes dans l'espace. Il est bien sûr possible que cette étape prenne un peu plus de temps. Elle devrait toutefois avoir lieu au milieu de la décennie. En Europe, on commence à se voir profiler une date pour le premier vol d'Ariane 6. Celui-ci pourrait avoir lieu en avril ou en mai. Arianespace pourrait tabler sur 2 lancements de sa nouvelle fusée l'année prochaine. Il serait suivi d'une montée en puissance progressive. Au plus fort de la carrière du lanceur, vers la fin des années 2020, Ariane 6 pourrait décoller jusqu'à 10 fois par an. On est loin d'un SpaceX, mais cela reste un chiffre impressionnant pour l'industrie spatiale européenne. Cela témoigne d'un intérêt certain de la part des clients d'Arianespace et d'un carnet de commandes déjà bien rempli. Bien entendu, il faut concrétiser tout ça, à commencer par les petits soucis qui doivent être réglés avant le dernier test de Vulcain 2.1. Le moteur principal d'Ariane 6 doit encore réaliser une mise à feu statique de longue durée d'ici la fin de l'année. Si elle se déroule bien, alors un baptême du feu autour de la mi-2024 devrait pouvoir avoir lieu. On croise les doigts. Allez, impossible de finir ce DNDE sans rendre hommage à Hubert Reeves, l'astrophysicien canadien qui n'est pas étranger à la naissance de notre passion. Il est décédé le 13 octobre à Paris à l'âge de 91 ans. En plus de ses travaux de recherche, on se souviendra de son énorme effort de vulgarisation.
Je pense que pour beaucoup de francophones, il représentait la figure de l'astrophysique par excellence. Ses très nombreux ouvrages, les documentaires et séries auxquels il a participé ont fait naître chez beaucoup de gens les germes d'un intérêt brûlant pour ce qui se passe au-delà de notre petite planète. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à partager vos souvenirs le concernant, afin qu'on puisse tous créer un hommage collectif. Ce DNDE touche pour sa part à sa fin. L'émission continuera en live ce jeudi matin à 10h avec Maxime. Le lien pour y participer est en description. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 29 octobre à 18h. Vous pouvez également trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. On se retrouve jeudi pour une matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.